Je suis docteur en médecine et j'ai travaillé pendant 20 ans dans l'industrie pharmaceutique et dernièrement j'étais responsable des affaires médicales, le groupe Merck & Co. Je représentais en somme la conscience et l'expertise médicale du laboratoire sur les médicaments dont je m'occupais. C'est un témoignage rare qui éclaire d'un jour nouveau certains scandales médicamenteux qui ont récemment fait la une des médias. Le groupe pharmaceutique américain Merck a été condamné par un tribunal du Texas à verser une indemnité de 253 millions de dollars. Une porte d'entrée pour plonger dans les coulisses du troisième groupe pharmaceutique au monde. C'est un anti-inflammatoire parmi les plus consommés au monde qui a été retiré du marché hier. Un coup dur pour le laboratoire américain Merck qui plonge à la bourse. C'est un milieu régi par le marketing qui use des failles du système sanitaire et qui se sert du lobbying à outrance que nous allons découvrir. Bernard Dalberg rejoint le groupe Merck en 2009, 2 ans après qu'ils aient lancé sur le marché international un vaccin censé devenir ce qu'on appelle dans le milieu un blockbuster, un produit qui rapporte plus d'1 milliard de dollars par an. Il s'agit du vaccin Gardasil. Un vaccin présenté comme une innovation majeure et qui va être soutenu malgré les doutes par quasiment tous les représentants politiques au monde. Le Gardasil, c'est un vaccin qui a été mis au point pour lutter contre des virus, qu'on dit HPV, qui sont des virus dont on a démontré qu'ils entraînaient le cancer, et le cancer du col de l'utérus pour les femmes. Et le problème, c'est que on a vendu Gardasil et on continue à le faire, en faisant croire à tout le monde, ce beau conte de fées médical, que ça va enrayer l'épidémie de HPV, l'épidémie de cancer à virus. Or, il se trouve que la fréquence, entre guillemets, si on veut parler simplement de ce cancer, diminue d'année en année. Donc on peut pas dire que c'est une épidémie. Avant de commercialiser ce vaccin, Merck a lancé il y a une dizaine d'années une série d'essais cliniques dans plusieurs hôpitaux américains, sous la houlette de grands chercheurs. Ils n'avaient pas l'expertise scientifique au sein de la société pour faire des études sur ce genre de vaccin. Diane Harper est reconnue comme une des plus grandes spécialistes au monde des virus HPV. Ils ont demandé aux rares experts internationaux dont je suis de les aider à mettre en place les essais cliniques, de penser à ce qui serait le mieux pour les patients et de trouver le meilleur protocole pour garantir la sécurité des personnes intégrées dans les essais cliniques. Je suis donc devenue la plus grande recruteuse durant les essais cliniques aux États-Unis. Nous avons fourni beaucoup de données, beaucoup de publications. L'idée des recherches était de prémunir du cancer du col de l'utérus. Prouver qu'un vaccin est efficace est une chose complexe, surtout quand il s'agit d'empêcher l'apparition d'un cancer. Merck et les chercheurs maison se sont donc employés à démontrer que le vaccin éradiquait 4 virus spécifiques, responsables de la majorité des cancers du col de l'utérus. Le vaccin semblait efficace à 100% contre ces virus. On était tous super excités. Et Merck a commencé à nous expliquer ce qu'ils allaient faire à partir de là. C'est devenu très effrayant. Une incroyable stratégie a été mise en place pour sensibiliser toutes les organisations qui, de près ou de loin, pouvaient influer sur les décisions à prendre en termes de vaccination. Il s'agissait de s'assurer que tous disent « Oui, nous voulons du Gardasil ». En 2006, Merck obtient l'autorisation de mise sur le marché du vaccin aux États-Unis. Débute alors une campagne sans précédent pour faire du cancer du col de l'utérus une cause nationale et internationale.
et pour convaincre que le Gardasil est la solution pour éradiquer cette maladie. La première cible du lobbying, ce sont les politiques américains. Quelques mois plus tard, à peine élu gouverneur républicain du Texas, Rick Perry est le premier à promulguer une loi fédérale obligeant toutes les jeunes filles de son État à se faire vacciner. Il l'annonce solennellement le jour de son intronisation. Nous y sommes. Pour la première fois, nous avons un vaccin qui peut prévenir du cancer. Un cancer provoqué par le virus HPV, la cause principale du cancer du col de l'utérus. Je refuse de regarder une jeune femme dans les yeux, atteinte de ce cancer, et devoir lui dire « Nous aurions pu empêcher ce cancer et on ne l'a pas fait ?» Je suis dans le camp de ceux qui veulent protéger la vie. En tant que gouverneur, Rick Perry a ordonné que toutes les jeunes filles âgées de 12 ans soient obligatoirement vaccinées avec le Gardasil. Roy Poziz a créé il y a quelques années une fondation pour la transparence médicale aux États-Unis. Par ailleurs, Rick Perry a bénéficié d'un chèque à 4 zéros de la part de Merck pendant sa campagne. Et enfin, son ancien chef de cabinet n'était autre qu'un ancien lobbyiste de Merck. Nous avons donc deux formes d'influence, l'argent et le renvoi d'ascenseur d'un ex-salarié, et une politique visiblement influencée par l'industriel en question. La première à révéler publiquement cette proximité est une femme politique du propre camp de Rick Perry. Lors d'un débat télévisé entre candidats républicains à la présidence américaine, Michelle Bachmann accuse ouvertement le gouverneur de faire le jeu du laboratoire. Il faut savoir qu'il y a derrière cette loi une énorme entreprise pharmaceutique qui gagne des millions du fait de cette loi. Il ne faut pas l'oublier. Ce que je dis, c'est que c'est mal de la part d'une compagnie pharmaceutique. L'ancien chef de campagne de Monsieur le gouverneur était le directeur du lobbying de cette entreprise pharmaceutique. Cette même compagnie qui a versé des milliers de dollars au gouverneur. Et ça, c'est grave. Parle-t-on de vies sauvées ou de millions, voire de milliards de dollars? En 2007, Rick Perry est loin d'être le seul homme politique à prendre publiquement position en faveur du Gardasil. Partout dans le monde, en quelques semaines, des dizaines de parlementaires vont soudainement évoquer la question d'une vaccination de masse contre le cancer du col de l'utérus. Monsieur le ministre, en France, le cancer du col de l'utérus atteint chaque année 3000 femmes et cause la mort de 1000 d'entre elles. En Europe, l'autorisation de commercialisation du vaccin est donnée pour l'ensemble du continent. Depuis plusieurs années déjà, c'est l'Agence européenne du médicament qui prend ces décisions et non plus les États. L'Agence européenne des médicaments, d'abord, est une structure qui est financée à 80% par les laboratoires pharmaceutiques. Michèle Rivasi est députée européenne. Elle fait partie de la commission santé qui siège à Bruxelles. Donc au niveau du chiffre d'affaires de cette agence, 80% vient en fait des laboratoires pharmaceutiques, vous voyez, qui demandent cette autorisation de mise sur le marché. Et seulement 20% viennent de l'Europe. C'est-à-dire quand vous demandez une autorisation de mise sur le marché, eh bien vous payez pour l'avoir. Et ça constitue en fait, si vous voulez, la part de financement de cette agence. Donc ça veut dire que plus elle autorise des médicaments, plus elle reçoit de l'argent via les laboratoires pharmaceutiques.
Ça, c'est important quand même, parce que suivant comment est fait le financement, vous pourriez savoir l'indépendance. Donc moi, j'ai pas la garantie que parce qu'on donne l'autorisation de mise sur le marché, il y a une garantie que ce médicament a une vraie valeur ajoutée. Je crois que beaucoup de responsables politiques, et non pas seulement en France, mais aussi en Europe, se sont laissés un peu abuser par une espèce de conte de fées médical dans lequel on a essayé de faire croire que le rêve était enfin réalisé, on a un premier vaccin anti-cancer. C'est vrai qu'on a tous envie d'y croire, mais malheureusement la réalité médicale des chiffres et des faits démontre que ce n'est pas le cas. Quand on regarde objectivement, scientifiquement, personne ne peut connaître l'efficacité réelle de ce vaccin. Alors après, le politique, soit il connaît quelque chose au niveau de la santé, et à ce moment-là, il peut dire non, ça va pas, mais comme ils sont un peu scientistes, c'est-à-dire que dès que vous avez la blouse blanche, oh là là, c'est la vérité infuse, eh bien, ils ne réagissent pas. Vous voyez que notre société est en train de dériver sur la toute-puissance des lobbies, et que les États, en fait, ils sont là que pour la mise en œuvre de la politique des lobbies. Mais c'est incroyable. Partout en Europe, les médecins sont divisés au sujet du Gardasil. Certains sont des partisans convaincus, quand d'autres ont de sérieux doutes sur son efficacité. En Espagne, les élus ont voté la vaccination de la jeunesse locale. Or, le pays est un des moins touchés par les virus HPV et par le cancer du col de l'utérus. Une décision incompréhensible en termes de santé publique, selon des centaines de chercheurs. Chaque pays a sa propre histoire sanitaire et ses propres pratiques sexuelles. Imaginez contrôler la relation entre les êtres humains et ces virus est une chimère parfaitement irréalisable. Carlos Alvarez Dardet est un des premiers médecins à s'être étonné du comportement des politiques dans son pays. On a vu ici une députée du Congrès demander quand nous allions lancer la vaccination, et ce, avant même que ne soient publiés les premiers articles scientifiques. Ce qui voulait dire qu'elle avait des informations privilégiées. Et elle soutenait le vaccin en plein Parlement. À partir de ce moment-là, nous avons demandé un moratoire sur la vaccination par le biais d'un article dans un quotidien espagnol. La moitié des médecins en santé publique du pays l'ont signé et ont dit que la vaccination n'était pas opportune. Nous avons réalisé une étude et elle démontre que pour sauver une vie avec le Gardasil, cela coûte à l'État espagnol 8 millions d'euros. Parmi les signataires de cette lettre ouverte, Ildefonso Hernández Aguado, un des plus grands chercheurs espagnols. Il était clair que dès les premiers jours, des intérêts particuliers influençaient les décisions. Ildefonso Hernández Aguado a participé directement aux discussions sur le Gardasil. Qui décide de l'agenda scientifique? Les entreprises pharmaceutiques. Quand je suis arrivé au ministère, c'est ce que j'ai constaté. L'agenda politique y était contrôlé par une série d'actions imperceptibles, qui semblent naturelles, comme si de rien n'était. Et les entreprises influencent les politiques chaque fois que c'est nécessaire. Ils disent qu'ainsi, ils contrôlent bien la situation. Mais en réalité, en agissant ainsi, ils influencent les politiques en touchant tous les niveaux du pouvoir, depuis le chef de l'État à tout en bas de l'échelle si nécessaire. C'est leur manière de faire. C'était visible, notamment à propos de gens que je connais personnellement et qui ont reçu des pressions directes pour changer leur opinion en faveur de l'industrie pharmaceutique. Vous l'avez vu? Je l'ai vu directement, oui. En Espagne, comme sur toute la planète, une fois le Gardasil soutenu par les autorités, Merck lance une campagne de publicité sans précédent pour un vaccin. Aujourd'hui, avec le vaccin Gardasil, vous pouvez mieux la protéger contre certains virus responsables du cancer du col de l'utérus. Avec un slogan martelé dans toutes les langues, chaque jeune fille vaccinée sera une victime du cancer du col de l'utérus en moins.
prevent hundreds of deaths from cervical cancer in the UK every year. Merck a commencé un marketing très agressif. Ils ont fait des déclarations du genre « Votre fille sera une victime de moins grâce au vaccin ». Je leur ai donc dit que ce n'était pas un message approprié. Ils m'ont répondu « La peur fait vendre ». Si les mères ont peur de la maladie, elles vaccineront leurs filles. Et ils m'ont dit « C'est notre business, ce n'est pas le vôtre ». Il était devenu évident à mes yeux que Merck s'éloignait de son devoir de santé publique et que, concernant le Gardasil, le profit potentiel pour les actionnaires semblait plus important que l'intérêt sanitaire. Si Diane Harper ne supporte pas ce marketing, c'est parce qu'elle estime que scientifiquement, cette campagne de vaccination massive n'a pas de sens. Dans ses publicités, Merck assure prévenir 70% des cancers du col de l'utérus grâce au vaccin, un chiffre qui fait bondir Diane Harper. Regardons l'ensemble des femmes, disons saines. Il y a environ 2,5% d'entre elles qui vont contracter un virus HPV 16 ou 18. Mais elles n'ont pas toutes un cancer. Ensuite, nous avons celles qui ont des lésions précancéreuses. Elles ont pour la moitié d'entre elles les virus HPV 16 et 18. Mais toutes n'auront pas un cancer. Donc, c'est un plus petit cercle que le premier. Et dans ce petit cercle, vous avez 70% des femmes qui ont un cancer. Et encore, ça dépend de la région du monde où vous vous trouvez. Donc on parle toujours de femmes qui sont dans les 2,5% du départ, mais on parle d'à peine 10% d'entre elles. C'est infime au regard de la population globale et mondiale. En France, la campagne de vaccination s'est accompagnée de son lot d'histoires inattendues. Des milliers de jeunes filles font état d'effets secondaires graves. À Valenciennes, dans le nord de la France, Jennifer fait partie de ces jeunes filles qui affirment que leur vie a été chamboulée par le vaccin. C'est ma maman qui est infirmière scolaire, qui a été sensibilisée au vaccin Gardasil, qui nous a dit que c'était une bonne idée de se faire vacciner contre le cancer du col de l'utérus. Nous, à cet âge-là, on fait confiance à notre maman et puis on le fait vraiment spontanément, quoi. Donc c'est en 2007 et donc j'ai 18 ans. Quelques jours après la 3e injection de Gardasil, Jennifer Sellier tombe malade. À partir du mois de juin 2008 est apparue l'absence de règles. Où là, je ne suis plus réglée du tout. Donc je consulte mon médecin traitant qui me dit que parfois ça arrive chez les jeunes femmes. Suite à l'absence de règles, j'ai eu des sueurs froides nocturnes, insomnie, grosse prise de poids, bouffée de chaleur, enfin tous les symptômes d'une ménopause finalement. Donc je vais consulter mon gynécologue qui lui va faire un examen sanguin. Il révèle donc une ménopause précoce, une ovarite auto-immune. Et donc à ce moment-là, c'est un petit peu la descente aux enfers. Outre cette ménopause précoce, Jennifer apprend au cours des examens médicaux qu'elle a développé des lésions HPV, celles que le vaccin est censé empêcher. J'ai été donc traitée au laser 3 fois contre les lésions à HPV. Donc c'est le comble. On est vacciné pour être protégé contre ces lésions et puis on contracte ces lésions. Le cas de Jennifer n'est pas unique. Partout en Europe, des centaines de jeunes filles disent avoir développé certaines maladies suite à la vaccination. Il y a une grande question sur la tolérance.
qui est aujourd'hui non résolu. Il n'y a pas la preuve en faveur ou en défaveur, mais il y a quand même de grandes interrogations sur des effets secondaires importants, tels la sclérose en plaques, qui a défrayé la chronique en France ces derniers mois, ou des effets secondaires potentiellement plus graves, avec des décès qui ont été signalés ici ou là. Donc tout ça est extrêmement troublant. Aujourd'hui, on n'a pas la preuve définitive que le vaccin soit dangereux et mortel. Donc il se passe quelque chose, mais quoi, personne ne le sait exactement aujourd'hui. Depuis les premiers jours de prescription, le garde-asile fait débat. Dans les notices officielles, on peut d'ailleurs lire que les effets secondaires peuvent parfois être lourds. Même s'il n'est pas possible d'établir une relation de cause à effet entre le vaccin et des maladies telles que des embolies pulmonaires, des pancréatites, voire des cas de décès. 8 ans après le début des campagnes de vaccination, ni les autorités ni les scientifiques n'ont pu tirer de conclusions définitives sur le garde-asile. Merck a passé un contrat avec les pays scandinaves pour y suivre les femmes vaccinées au garde-asile. On parle d'environ 3000 femmes à suivre pendant 10 ans. C'était une exigence de suivi imposée par la FDA et Merck a respecté cet engagement. Ce que nous avons pu voir dans certaines conférences, car à l'heure actuelle rien n'a été publié sur le sujet, rien n'est encore accessible publiquement, ce que nous avons appris, c'est qu'ils ont débuté cette étude avec 3000 femmes et qu'au bout de 6 ans, elles n'étaient plus que 1700. Et au bout de 8 ans, elles n'étaient plus que 500. Donc les femmes qu'ils disent avoir réussi à suivre montrent des résultats plutôt encourageants, mais il y a tellement de personnes qui ne sont plus dans cette étude que cela ne veut strictement rien dire. Malgré les doutes, le garde-asile continue de bénéficier du soutien des politiques. En février dernier, le président de la République a lui-même fait la promotion du garde-asile lors de la présentation du plan national de lutte contre le cancer. Le cancer du col de l'utérus fera également, et c'est une des annonces du plan cancer, l'objet d'un dépistage systématique. D'ici 5 ans, nous doublerons la couverture vaccinale contre le cancer du col de l'utérus, ce qui permettra son éradication à terme. Quand notre président de la République a dit qu'il faut multiplier par 2 la vaccination contre le garde-asile, mais c'est la première fois qu'on voit un président qui s'exprime vis-à-vis d'un médicament. C'est vrai qu'il y a 1000 morts dues au cancer de l'utérus, mais il y a c'est malheureux, mais il y a des centaines de milliers de morts sur les autres cancers et on n'y met pas autant de moyens. Et puis, il y a une alternative par rapport, si vous voulez, au cancer du col de l'utérus. Il y a le frottis qu'il faut que les femmes fassent régulièrement tous les ans. Ça coûte pas cher. Et si on le prend très tôt, ces femmes-là ne vont pas mourir de cancer de l'utérus. Donc, il y a bien un choix de priorité. Alors, garde-asile, il faut savoir que, compte tenu de son prix, compte tenu des recommandations publiques, il y a eu certaines années où ça a coûté à la collectivité plus d'1 milliard d'euros. Ce que je regrette, c'est qu'on a dépensé tellement d'argent sur ce vaccin, dans tant de pays, avec tant d'espoir de prévention. Mais qu'allons-nous dire dans 30 ans à ces femmes si ça ne marche pas? Aujourd'hui, plusieurs études de par le monde tentent de déterminer avec précision l'efficacité du vaccin. Les résultats devraient être connus dans les années à venir, à la condition qu'elles soient menées jusqu'au bout. Car depuis quelques mois, Merck envisage d'interrompre la production du garde-asile tel que nous le connaissons au profit d'un nouveau vaccin. Ce qui rend ça très décourageant, c'est que Merck s'apprête à commercialiser un nouveau garde-asile. Ils vont arrêter l'actuel et recommencer avec un nouveau vaccin. On va recommencer toute l'histoire de nouveau. Et on ne sait pas combien de temps ça va durer. Et toutes les femmes qui ont participé à cette expérience grandeur nature ces 10 dernières années, on ne sait pas quels seront les effets sur elles.
Les vertus du Gardasil ne sont-elles qu'un mensonge marketing destiné à mieux vendre un produit imparfait? Ou s'agit-il réellement d'un progrès scientifique? La question se pose tant les scandales pharmaceutiques se sont multipliés de par le monde ces dernières années. Des scandales qui mettent à mal la confiance des malades que nous sommes potentiellement tous. L'industrie pharmaceutique n'a pas toujours eu mauvaise réputation. Pendant des décennies, elle était perçue comme un des meilleurs moyens de rallonger l'espérance de vie. Mais dans les années 90, une conjonction d'événements a changé la donne. C'est le moment où s'arrête la chimie triomphante, où les problèmes de brevets commencent à arriver, les expirations, les génériques, les difficultés de développement, les prix qui commencent même à devenir très tendus. Les grands pays occidentaux, les États-Unis, veulent plus payer des sommes considérables pour le médicament. À ce moment-là, les responsables de Merck ont décidé de passer de la ligne rouge et de frauder le système. Bernard Dalberg parle de ligne rouge sciemment. Il fait référence à une affaire vieille de 10 ans, l'affaire dite du Vioxx. Il s'agit d'un des plus grands scandales médicamenteux du XXe siècle. Le Vioxx est un médicament contre l'arthrose, cette maladie chronique des articulations qui affecte des millions de personnes. Merck présente alors son médicament comme révolutionnaire. Le Vioxx était une super aspirine qui était censée être révolutionnaire dans la mesure où, à l'inverse des autres anti-inflammatoires, des super aspirines donnaient moins d'effets secondaires digestifs. Et toute la littérature scientifique de l'époque sur Vioxx était extrêmement positive sur le plan fondamental et puis sur le plan des résultats des essais cliniques qui démontraient sans l'ombre d'un doute sur les résultats que c'était aussi efficace que, voire même plus dans certaines situations que les autres super-aspirines de l'époque, avec moins d'effets secondaires digestifs et une tolérance générale qui paraissait assez bonne et en particulier au niveau cardiovasculaire. Donc c'était clairement une avancée et tout le monde y a cru. Et puis, les morts sont arrivés. Le scandale éclate quand, au début des années 2000, des dizaines d'Américains témoignent à la télé. Eux ou leurs proches ont subi une attaque cardiaque après avoir pris du Vioxx. Le mari de Carol Ernst, un marathonien de 59 ans, en est mort. En 2001, elle dépose la première plainte contre Merck. Les citoyens ont le droit de savoir ce qu'ils risquent quand ils prennent tel ou tel médicament. Dans la foulée, les plus grands avocats du pays se ruent sur l'affaire. Parmi eux, un spécialiste des class action, Christopher Seeger. Son premier travail, savoir ce que pense la communauté scientifique du Vioxx. Une tâche plus difficile qu'il n'y paraît. En 2001, il y avait un article du Journal of American Medical Association, le JAMA. Cet article disait simplement « Attention au Vioxx ». Il disait « Nous l'avons étudié, il y a une alerte à donner sur le Vioxx car des gens ont des problèmes avec ». La première chose que vous voulez faire, c'est valider ça scientifiquement. Il fallait écouter ces gens pour qui le Vioxx pouvait en effet poser un problème médical. Mais une des choses les plus difficiles dans cette affaire a été de trouver un scientifique qui ne dise pas que du bien de Merck. Plusieurs chercheurs travaillent pourtant afin de savoir si oui ou non, ce médicament est dangereux pour le cœur. Mais si aucun chercheur ne veut parler, c'est que de son côté, Merck s'évertue à éteindre le scandale naissant par tous les moyens. Merck disait qu'il voulait neutraliser toute opposition. Merck n'était pas franchement content, c'est le moins que l'on puisse dire, qu'on puisse critiquer son médicament. Et je sais qu'il y a plusieurs exemples où ils ont tenté d'influencer les médecins ou de gagner leur soutien, mais pas avec des arguments scientifiques.
C'était plutôt en utilisant leur pouvoir financier. Un document saisi chez Merck, suite aux premières plaintes, illustre la manière dont l'entreprise a influencé les grands médecins américains. On y découvre que le laboratoire a usé de son pouvoir financier pour les acheter. On y parle de financement à hauteur de 50 000 $, d'études confiées par Merck pour certains de ses médicaments, ou de médecins qui demandent de gros honoraires pour soutenir l'entreprise. Des pratiques courantes, selon Bernard Dalberg. Dans toute ma carrière, j'ai vu peut-être un ou deux résister aux approches et aux offres de collaboration transversale, on pourrait dire les choses comme ça, pudiquement. Mais en règle générale, ils ont une problématique, c'est qu'il faut qu'ils trouvent des financements, au moins pour leur propre recherche, même s'ils veulent pas travailler avec les industriels. Donc ils sont forcés de travailler avec les industriels. Malheureusement pour eux, ils n'ont pas d'autre choix. Merck a littéralement lancé une campagne contre certains médecins. Et ils voulaient les discréditer scientifiquement. Ils les ont fait passer pour des bouffons qui ne comprenaient rien à la science. Il y avait notamment un scientifique opposé au Vioxx. Ils ont tout fait pour qu'il soit renvoyé de l'université où il travaillait. Neutraliser. Dans le langage courant, c'est un mot utilisé par la CIA ou par la mafia. David Eggleman a servi d'expert dans certaines des plaintes déposées contre Merck. Il a pu lire toutes les études et les documents confidentiels relatifs au Vioxx. La mafia vous casserait les bras ou les jambes. La CIA vous mettrait une balle dans la tête. Dans le cas de Merck, il s'agissait plutôt de les motiver par l'argent. Et si ces approches financières ne suffisaient pas pour contrôler les gens qui disaient du mal de Vioxx, ils n'hésitaient pas à les discréditer. Je ne crois pas que ce soit une approche très scientifique des choses. Il n'y a aucune preuve scientifique que le Vioxx ait un lien avec la mort d'un malade. Cela n'existe tout simplement pas. Malgré les dénégations de l'entreprise, en septembre 2004, le scandale est tel que Merck décide d'arrêter la production du Vioxx. Nous avons décidé de retirer le Vioxx du marché dès aujourd'hui. Nous pensons que c'est la meilleure chose à faire pour les patients. Nous aurions pu continuer à commercialiser ce médicament malgré les nouvelles informations. Mais considérant les nouvelles données et les études récemment publiées, nous avons conclu qu'il était de notre responsabilité de retirer ce médicament du marché. Ce qui pousse en réalité Merck à retirer son médicament du marché, c'est une étude imparable, effectuée par cet homme, David Graham, chercheur à l'Agence du médicament américain, la FDA. Messieurs, bonjour. Mon nom est David Graham et je viens vous parler aujourd'hui du Vioxx, d'attaques cardiaques et de la FDA. Notre étude a conclu qu'environ 28 000 crises cardiaques et morts cardiaques ont été causées par le Vioxx, ce qui est d'ailleurs une estimation basse. Certaines estimations parlent de 88 000 à 139 000 Américains concernés. Parmi eux, 30 à 40% seraient probablement morts. Pour ceux qui ont survécu, leur vie a définitivement changé. Aujourd'hui, en 2004, nous sommes probablement face à l'une des plus grandes catastrophes sanitaires de l'histoire des USA. Je suis convaincu qu'elle aurait pu et qu'elle aurait dû être évitée, mais ce n'est pas le cas. Dans la foulée de ces déclarations, ce ne sont plus les publicités pour le Vioxx qui inondent les télés américaines, mais celles d'avocats qui proposent de poursuivre Merck. Car l'entreprise est soupçonnée d'avoir non seulement tout tenté pour faire taire les détracteurs du Vioxx,
mais d'avoir surtout caché les effets mortels du médicament. Il y a des emails qui sont très révélateurs. Vous savez, les gens disent « Oui, je l'ai écrit, mais il était minuit, j'étais fatigué ». Mais quand vous voyez que dès les années 90, alors qu'ils développent le médicament, des chercheurs de la compagnie disent « Avant même de faire des essais sur les humains, il y a potentiellement un danger ». Et ils font des études sur des souris et ils voient un problème. Et ensuite sur des humains et ils voient un problème. Dans des mails internes, effectivement, on peut lire qu'avant la commercialisation du Vioxx, Merck avait déjà listé un certain nombre de morts par crise cardiaque. Il est clair que Merck a sciemment fraudé les résultats de ses études et a sciemment caché pendant des années le fait qu'il y avait des morts cardiovasculaires. Et les laboratoires sont les seuls à avoir l'organisation, le financement pour pouvoir payer ces études. Donc il faut bien comprendre qu'ils contrôlent tout. Pour montrer un effet indésirable qui arrive à un patient sur 1000, il faut tester le médicament sur 50 000 personnes. Y a-t-il une seule compagnie qui fait ça? Non. Le vrai cobaye, c'est vous, c'est moi, ce sont nos femmes, nos enfants. Outre la responsabilité de Merck, la justice américaine a voulu savoir si le laboratoire avait bénéficié d'éventuels passe-droits, notamment au sein de la FDA, l'agence américaine du médicament. Certains à la FDA savaient tout ça, même si ce n'était pas public, car ils avaient accès à toutes les données confidentielles. Il est donc apparu évident que ce n'était pas seulement la faute de Merck, mais aussi celle de la FDA. Et là, rapidement, les autorités de laboratoire ont travaillé de concert pour dire « Mon Dieu, nous sommes choqués par ce qu'il se passe ». Là encore, c'est David Graham qui éclaire les relations entre Merck et l'agence du médicament. Dans sa déposition devant les sénateurs, il dénonce ouvertement les tentatives d'intimidation dont il a été victime au sein de son agence. On a fait pression sur moi pour que je change mes conclusions. L'un des directeurs de la FDA m'a recommandé de ne pas présenter certaines de mes conclusions en réunion. Il m'a dit aussi que Merck devait les avoir. Donc Merck devait savoir, mais le public non. Le plus gros problème, c'est l'interaction entre la FDA et les compagnies. En ce qui concerne le Vioxx, par exemple, il y avait un seul médecin à la FDA en charge de ce médicament. Il était l'interlocuteur de Merck. Face à lui, il avait une armée. Ils ont donc développé une certaine proximité. Vous n'avez pas envie de travailler avec quelqu'un que vous voyez toutes les semaines et avec qui c'est la guerre. Monsieur Honig, qui était en charge du Vioxx au sein de la FDA, est parti travailler chez Merck. Il a quitté la FDA un vendredi et il a commencé à travailler chez Merck le lundi suivant, 2 jours plus tard. C'est ce qu'il a fait. Il a déclaré dans ses dépositions qu'il avait décidé de démissionner durant le week-end. Il a déclaré aussi qu'il avait essayé de se récuser du dossier Merck. Il a essayé. En novembre 2007, aux États-Unis, Merck met un terme à l'amiable aux poursuites. Dans les titres aujourd'hui, un accord a été trouvé à hauteur de 4,8 milliards de dollars dans l'affaire du Vioxx. Merck ne reconnaît néanmoins aucune responsabilité dans le dossier. Un tiers des plaignants vont bénéficier de cet accord financier. Merck signe un accord pour indemniser les victimes en échange de quoi aucune faute ne pourra être imputée à l'entreprise. Est-ce que légalement ils ont reconnu leur faute? Non. Et il n'y a rien dans les documents où ils disent « nous sommes responsables et nous sommes désolés ». Mais je pense que c'est une jolie façon de dire pardon pour nos erreurs que de dédommager les victimes de la sorte. Quand vous payez 4,8 milliards de dollars, si vous n'y voyez pas une reconnaissance de leur faute, vous vous trompez. C'est une société qui veut gagner de l'argent, pas en dépenser.
Ils investissent pour développer de nouveaux médicaments. Donc pour n'importe quelle compagnie pharmaceutique, payer presque 5 milliards de dollars, c'est une reconnaissance de ses fautes. Paradoxe de la justice américaine, officiellement et malgré cet accord, personne ne peut être tenu pour responsable des morts survenues parmi les usagers du Vioxx. Surtout pas Raymond Gilmartin, le PDG de l'époque. Je ne crois pas qu'une seule personne ait été licenciée pour cette affaire. Mais la plupart des dirigeants sont partis à la retraite peu de temps après. Ray Gilmartin, le PDG, est parti à la retraite et vers d'autres activités, très riches d'ailleurs. Car il avait des stock options qu'il a pu vendre pour partir sereinement. Bien plus sereinement que les victimes d'ailleurs. À Wall Street, l'affaire du Vioxx n'a pas fait trembler les investisseurs. Après un moment de flottement sur le titre, tout est revenu à la normale. L'action a même pris de la valeur. Au moment du scandale Vioxx, l'entreprise Merck valait la capitalisation boursière de l'entreprise était d'environ de 40 à 50 milliards de dollars. Aujourd'hui, si on en croit les sites financiers, elle est d'environ 140 milliards de dollars. Donc ça signifie une chose, c'est que malgré le scandale du Vioxx, qui a été, je le répète, le plus grand scandale du médicament qu'on ait jamais connu sur cette planète, malgré les pénalités financières énormes, malgré l'image désastreuse qu'a dû subir la compagnie, eh bien, elle a continué à croître et en 10 ans a triplé sa capitalisation boursière, ce que beaucoup d'entreprises souhaiteraient. Pour son entreprise, l'affaire du Vioxx fait désormais partie du passé. Officiellement, de telles pratiques n'existent plus. Bernard Dalberg va pourtant craindre de se retrouver mêlé à un nouveau scandale quand en 2009, son employeur veut commercialiser un nouveau traitement contre l'hépatite C, le Victrelis. Le marché mondial se chiffrait en projection à au moins 1 milliard de dollars. Donc on voit que c'est un marché énorme, c'est ce qu'on appelle un marché dit des blockbusters. D'autres concurrents étaient annoncés et en nombre, au moins 3 concurrents dans les 2 à 3 années à venir. Donc il était évident qu'il fallait lancer ce médicament le plus vite possible avec les indications les plus larges parce que sa durée de vie était très limitée et donc les ventes qui allaient avec. Dans ce genre de situation, les laboratoires demandent une autorisation de commercialisation rapide. Et pour mettre toutes les chances de leur côté, ils préparent la présentation du médicament avec des médecins mondialement reconnus. Pour le Victrelis, ils font appel à un hépatologue de l'hôpital Saint-Antoine à Paris, un médecin de renom, Laurence Serfati. Il faut savoir que c'est quelqu'un qui a une grande connaissance technique, scientifique, qui n'avait il n'y avait aucun souci particulier pour qu'il soit à cette place de leader d'opinion. Il travaillait donc en toute honnêteté avec le laboratoire, avec des contrats qui sont déclarés au Conseil national de l'ordre des médecins, qui sont tout à fait transparents, dans le cadre de liens d'intérêt tout à fait normaux. Et puis brutalement, où le problème s'est situé, c'est à un moment donné où il a été nommé comme expert par les autorités. Et c'est là où est le problème. Bernard Dalberg et ses collègues déposent une demande d'utilisation à l'agence du médicament. Quelques jours plus tard, ils découvrent que les autorités françaises ont choisi, parmi une liste de centaines de noms, un expert qu'ils connaissent bien, un certain Laurence Serfati. J'ai alerté tout le monde, que ce soit en local ou à l'international, sur le fait qu'il existait un conflit d'intérêts. Malgré les alertes lancées par Bernard Dalberg, malgré les retours rassurants qui lui sont faits, personne chez Merck ne met un terme aux relations avec Laurence Serfati. Des gens dans des filiales à des postes de responsabilité, avec des responsabilités énormes, qui sont celles de lancement de nouveaux produits, avec des chiffres d'affaires énormes qui résident sur leur tête, il faut le savoir, eh bien, ont fermé les yeux, ils se sont dit, si on laisse faire, on aura plus de chances d'atteindre notre chiffre d'affaires et nos objectifs. On passe à un deuxième niveau qui est, ce n'est plus un accident de parcours, la machine s'est emballée quelque part et il n'y a plus moyen de l'arrêter. Le 12 avril 2010, Merck se rend à l'Agence française du médicament pour présenter le Victrelis. L'enjeu est de taille pour le laboratoire.
il s'agit d'obtenir une autorisation temporaire d'utilisation afin d'occuper le marché avant les concurrents. Un des premiers à s'exprimer en faveur de cette autorisation anticipée est l'expert nommé par les autorités. Cet expert, c'était le docteur Serfati qui, au cours de la réunion, à l'issue de la présentation des résultats, a été tout à fait en faveur d'une autorisation temporaire d'utilisation pour la France. Merck a obtenu ce qu'il était venu chercher. Le laboratoire peut faire maintenant la promotion de son médicament auprès des médecins français. Le Victrelis est présenté comme une avancée majeure pour tous les malades atteints de l'hépatite C. C'est la première étape dans la commercialisation du Victrelis, car dans la foulée, le laboratoire obtient l'autorisation de mise sur le marché de ce médicament pour toute l'Europe. Avec le recul, l'histoire de ce médicament amène à se poser une question plus profonde. Pourquoi avoir agi de la sorte si le médicament est si efficace ? Y avait-il un risque à prescrire le Victrelis ? Sophie Chipon est professeure d'université. Installée dans la région de Nice, elle vit depuis 20 ans avec une hépatite C. Elle a tenté tous les traitements sans succès. Elle est ce qu'on appelle un répondeur nul. En 2012, son médecin lui vante les vertus d'un nouveau traitement, le Victrelis. J'ai commencé le traitement en novembre 2012, fin novembre, vers le 26 je crois. Là je perds mes moyens, je suis très diminuée. Et à partir de là, pulsation dans la tête, dans le cou, douleur musculaire et squelettique généralisée, douleur au niveau de genre syndrome d'Arnold, une espèce de crochet dans l'œil qui paralyse toute la face et qui me fait mal dans tout le bras. Le visage, un visage horrible, défiguré. J'étais complètement détruite. J'avais souvent peur le soir quand je m'endormais. Je pensais que le lendemain, je me réveillerais pas. Et le matin, quand je me réveillais, je disais « Ah, bon ». Et je repartais sur une journée de lutte, de combat. Mais et j'en étais même arrivée, je vais vous le dire, je l'ai jamais dit ça, mais j'en étais même arrivée à penser que pour qu'ils comprennent que je souffrais, si je mourais, au moins, voilà, enfin, c'était ridicule, mais je pensais ça. Je faisais moi-même le deuil de moi-même. La santé de Sophie Chipon se dégrade tellement qu'en avril 2013, elle doit se faire hospitaliser. Son médecin estime alors que c'est elle qui réagit mal au Victrelis. Tout le monde, alors là c'était le discours unanime, des généralistes comme des autres qui n'y connaissaient rien, mais c'était la doxa qui circulait, qui consistait à dire que dans le pire des cas, Madame Chipon, si on n'arrive pas à éradiquer votre virus, au moins, pendant ces 11 mois, on aura protégé votre foi. C'était le lot de consolation. Voilà. Donc, et tout le monde était unanime pour dire ça. Bon. Malheureusement, c'est pas du tout ça qui s'est passé. J'avais un niveau de cirrhose de 14%. Et à l'issue du traitement, après le traitement, je suis montée à 61% de niveau de taux de cirrhose. 14 à 61, c'est le jour et la nuit. Le pronostic vital n'est plus du tout le même. La situation n'est plus du tout la même. Là, il y a urgence, je suis dans un état grave. Depuis, l'état de santé de Sophie Chipon ne s'est pas franchement amélioré. Pour tenter de sortir de la maladie, un nouveau médicament lui a été prescrit. L'an dernier, elle a déposé plainte contre X. Elle veut savoir si les autorités françaises et le laboratoire étaient conscients qu'elle n'avait aucun intérêt à prendre du Victrelis.
Il n'existait aucun argument scientifique valide, pertinent, pour dire que ces malades allaient avoir un bénéfice thérapeutique pour être traités. L'expert le savait. Tout le monde le savait. Merck le savait. Bien entendu. Donc des gens, sans le savoir, ont pris un médicament avec des effets secondaires redoutables pour rien. Et sans parler, si on était vraiment cynique jusqu'au bout, du coût supplémentaire pour la collectivité. Et du bénéfice supplémentaire pour l'industriel. Quant à Bernard Dalberg, il est licencié par Merck pour faute grave quelques mois plus tard. Il ne regrette pourtant pas d'avoir dénoncé ce qu'il a vécu. Il ne voulait pas être mêlé à un éventuel scandale médicamenteux. Je ne fais pas partie des gens qui disent l'industrie pharmaceutique c'est honteux, tout n'est pas blanc, tout n'est pas noir. Il ne faut pas oublier que l'industrie pharmaceutique a quand même produit des médicaments absolument géniaux. Ce qui pose problème, c'est que certains industriels utilisent les passoires et les mailles du filet trop larges du système de l'approbation et de la vie du médicament pour passer en force et effectivement se faire de l'argent au détriment de la santé publique.